Alors je me présente. Je vais vous présenter en fait le post-mortem en fait de deux piratages d'applications de vote sur blockchain. Donc en gros, l'idée de sécuriser grâce à la blockchain l'application de vote. Il y a une première application qui a été lancée par Orange, qui s'appelait Orange le vote. Et enfin, donc, qui est une application en gros pour la consultation classique, c'est pas voilà. Et enfin, une autre application qui s'appelle Avovote, qui a été utilisée pour une consultation citoyenne par 4 communes au nord de Paris. Alors rapidement à propos de moi, je suis François-Xavier Thorens. Je suis le PDG aujourd'hui de Voltis, une société dans l'identité numérique. Et auparavant, j'ai cofondé et développé et cofondé une crypto-monnaie qui s'appelle ARC, qui est une crypto-monnaie en 2015-2016. Et puis voilà, j'ai eu une carrière scientifique auparavant et créé plusieurs entreprises dans le domaine de la sécurité. Alors rapidement, la première application, Orange le vote, donc c'est en 2018, une application qui a été développée en interne par Orange. L'idée, en fait, en gros, c'est de réutiliser la blockchain Ethereum pour sécuriser les votes. Qu'est-ce que ça veut dire sécuriser un vote? En gros, dans l'idée de Orange le vote, c'était d'être sûr qu'un vote ne puisse pas être modifié. J'arriverai plutôt vers la fin pour expliciter les problématiques autour du développement des applications de vote numérique. Mais voilà, c'était vraiment l'aspect intangible du vote. Malheureusement, dans le design du vote, il y a plusieurs aspects sur lesquels vous devez vous appuyer. Et en fait, sur les 3 aspects, il n'y en avait qu'un seul, qui était l'intangibilité du vote, mais il y avait un problème d'identité. Donc c'est vraiment un sujet, l'identification, qui est un petit peu mon cœur de métier, sur lequel je travaille. Et elle a été assez simple de contourner, c'est-à-dire en modifiant un petit peu la carte d'identité. Donc pour vous redonner un petit peu comment ça se passe, vous enregistrez dans l'application, vous scannez votre carte d'identité. Le système qui est fait par Morphos, c'était un système IDEMIA. Et en gros, elle va récupérer les éléments, vous identifier, et après vous allez passer en phase de vote. Et en fait, en modifiant une zone de ce qui s'appelle la MRZ, donc la Machine Readable Zone, on est capable en fait de changer d'identité et de se faire passer pour n'importe qui. Donc ça, c'est le problème de cette application, c'est qu'elle n'a pas été capable de sécuriser l'identité, seulement le vote. Donc ça, c'est une première application assez simple qui donne un petit peu l'idée de l'environnement de sécurité sur lequel il faut intégrer quand vous voulez développer une application de vote. Donc ça, c'était assez simple, ou en tout cas assez assez simple à contourner, puisque c'était vraiment le modèle de sécurité qui était mal explicité. 2 ans plus tard, donc quelque chose de plus intéressant. Donc c'est une application qui a été développée par une entreprise en France, Avovote, qui a été mis en place dans le cadre d'une consultation citoyenne au nord de Paris. Et sur 4 communes, c'était pour en gros savoir si une route pouvait être tracée, de contournement pouvait être tracée au milieu du bois. Elle avait la particularité d'être gérée par un smart contract Tezos. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent Tezos, si je dois aller dans les détails. Donc les machines virtuelles, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose aussi. Donc en gros, vous avez d'abord une application devant sur laquelle les utilisateurs vont interagir, s'enregistrer, faire un KYC, ce qu'on appelle un KYC, donc Know Your Customer. En gros, s'assurer de l'identité que la personne habite bien sur cette commune, a bien le droit de vote. Donc ça, c'est la première chose. Et après, derrière, faire voter
Et en fait, ce vote va être enregistré sur la blockchain avec un mécanisme de preuve qui va être renvoyé au citoyen qui aura voté, qui pourra constater, vérifier la preuve, et après un comptage à la fin va se faire sur la blockchain pour savoir si, en l'occurrence, on était pour ou on était contre en majorité. Le problème de cette application, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses avec les métadonnées. Et donc ça a été un piratage qui s'est fait en live streaming. Donc je vais aller un peu plus loin. Qui a été fait en live tweeting, pardon. Donc j'ai pu faire un petit peu pour auditer de façon publique, pour expliciter les choses. Donc tout n'est pas public sur le résumé public, mais là je vais vous donner des informations un peu plus en interne. C'est la première fois que je les présente, puisqu'en fait j'ai attendu un petit peu de temps avant que les choses se calment, parce que ça faisait un petit peu de remous politique aussi sur place. Donc il faut toujours un petit peu attendre pour les post-mortem. En gros, voilà, j'ai explicité comment ça marchait. Un citoyen va faire son KYC auprès d'une application, puis voter. Le vote va être enregistré dans la base de données, dans la blockchain Tezos. Et après, le citoyen va récupérer cette transaction, donc une transaction sur la blockchain, pour vérifier que son vote a bien été compris et bien mis. Donc la première partie du piratage, ça a été en fait la première partie qui est celle au milieu, comment l'application centrale va interagir avec la blockchain. Alors, la première chose, c'est que l'application, même si on est sécurisé par la blockchain, on verra plus tard que je n'ai pas piraté la blockchain en tant que telle. Toutes les applications qui vont parler avec elle ne peuvent pas se reposer sur cette sécurité-là pour être sécurisées. Donc en fait, j'ai été capable en fait de faire des piratages classiques, donc par des injections SQL, des interfaces qu'on peut attaquer pour faire tomber pour empêcher le vote, par exemple. Aussi récupérer des données sensibles. Un exemple en fait d'injection SQL. Donc c'est un petit peu résumé, mais en gros, à force d'exploiter ce qu'on appelle les interfaces, on est capable d'inspecter la base de données qui va communiquer avec la blockchain. Et notamment, la base de données aussi gère ce qu'on appelle les documents KYC, donc les cartes d'identité, et les documents de preuve de domiciliation. Et donc c'est là que en fait ces documents étaient en fait complètement stockés sur AWS en clair. Donc là c'est une faille de sécurité importante en termes de données personnelles. On était aussi capable évidemment d'avoir pas mal d'informations sur comment les gens votaient, sur les heures de vote, etc. Voilà. Deuxième partie, la partie blockchain, Tezos. Donc Tezos, c'est une blockchain comme Ethereum. Vous avez en gros une machine virtuelle. Donc qu'est-ce que c'est une machine virtuelle? C'est je ne sais pas si vous avez fait du Java, mais voilà, un système qui va exécuter un programme, un smart contract en l'occurrence, et qui va, par exemple, dire, bah voilà, si j'ai une variable, une transaction, donc une personne qui m'envoie une transaction qui a telle valeur, je vais mettre un état sur la blockchain, je vais rajouter, je vais soustraire, je vais valider, je vais enregistrer des données, etc. Donc là, la chose très intéressante, c'est que la machine virtuelle Tezos, elle est assez différente de la machine virtuelle Ethereum. Elle est ce qu'on appelle Turing complète et aussi vérifiable. Donc c'est un système français qui a été développé par l'INRIA
et qui permet en fait en gros de vérifier que le smart contract s'exécute correctement. L'avantage de ça, c'est qu'il y a pas mal d'outils qui permettent d'auditer les smart contracts chez Ethereum et pouvoir aller dessus. Il y a pas mal de choses intéressantes qu'il faut bien prendre en compte. Par exemple, on peut voir qu'il y avait par exemple 5 votes qui étaient restés coincés dans la même pool. Donc une même pool, en gros, vous envoyez par exemple votre transaction de vote et vous allez avoir le temps qu'elle soit inclue dans la blockchain. Elle va être diffusée dans le réseau et elle va être dans ce qu'on appelle la même pool de chaque nœud en attendant d'être inclus dans la blockchain. Et il se trouve qu'il y en a 5 qui sont restés coincés. Donc ça pose des questions sur savoir en fait est-ce qu'on a bien comptabilisé tous les votes. Le smart contract est assez simple. Il est sur la gauche de l'écran, donc c'est en général quelque chose d'assez peu lisible. J'ai utilisé un outil qui a été développé par une autre société française qui s'appelle Dune, qui a forqué, en fait c'est les auteurs de chez Lineria qui on appelle forqué une blockchain, qui l'ont appelé Dune, et qui ont développé des outils de décompilation de smart contracts, ce qui permet de lire un petit peu mieux. Alors c'était pas tout à fait compatible, mais voilà, en retravaillant derrière, on peut noter notamment une fonction qui n'était pas protégée. En fait, il se trouve que très probablement l'équipe avait récupéré un template de smart contract et avait oublié tout simplement de l'enlever dans la compilation. Et donc, qui permettait d'appeler le smart contract et de changer un état. Et en fait, c'était tout simplement changer ce qui permettait en fait d'envoyer une transaction de vote qui était en clair, et puis du coup de changer le compteur du nombre de votes. Ce qui a permis en fait d'incrémenter le nombre de votes et de rendre possible le bourrage d'urne. Alors la chose la plus intéressante, parce que là ce sont des erreurs, on va dire humaines qui peuvent être corrigées. Une autre chose qui est probablement le plus intéressant dans l'histoire, c'est que c'est les fuites de métadonnées qui permettent de reconstituer l'intégralité du vote. En fait, l'application donc était sur AWS et en fait, en gros, vérifier la personne, envoyer le vote pour ou contre et renvoyer l'identification de la transaction par mail. Et du coup, l'avantage, c'est que cette personne-là, quand elle avait voté, elle pouvait cliquer sur le lien qui renvoyait vers ce qu'on appelle un explorateur de blockchain qui s'appelle tzkt.io pour constater qu'en fait, on a bien voté, que c'était pour, etc. Le problème, c'est qu'en fait, tzkt, c'est une société russe qui était derrière. Et en fait, en auditant cette application-là, on était capable de voir, par exemple, qu'ils avaient un Google Analytics et que, en fait, et que aussi derrière, ils pouvaient aussi facilement matcher en fait ce qu'on appelle l'IP, donc vraiment d'où vient l'ordinateur du votant et la transaction de vote. Donc en fait, en analysant, automatisant, on était capable, la société en l'occurrence, était capable de lire dans ses logs si tel IP avait voté pour ou contre, à quel moment, etc. Et puis en plus, avec Google Analytics, comme les pages étaient uniques pour chaque transaction de vote, on pouvait aussi récupérer des métadonnées sur ce qu'était la personne, le profilage de la personne. Donc ça, c'est typiquement le problème classique dans le monde de la blockchain, des applications blockchain, c'est qu'on est toujours obligé d'interfacer avec votre blockchain pour que ça soit utilisable pour les utilisateurs, avec une application qui va gérer vos données pour vous, en général, et après les envoyer éventuellement sur la blockchain. Et en fait, c'est à ce niveau-là que les données en fait, sont piratables. Et à ce jour, si vous prenez par exemple les NFT, les choses comme ça, en fait, toutes ces plateformes-là en fait, gèrent toutes vos données. Alors évidemment, avec certaines sécurités, mais il faut savoir en fait que la sécurité est assez pauvre à ce niveau-là. Alors,
il y a pas mal d'applications blockchain qui traînent. L'application de vote, c'est probablement la plus dure, la plus difficile à mettre en place. En fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce qu'on appelle le blockchain trilemma, le dilemme à 3 de la blockchain, où en fait c'est très difficile de faire un système décentralisé, donc de blockchain qui soit à la fois décentralisé, scalable, c'est-à-dire qu'il puisse intégrer un maximum de transactions ou un volume de données important, et sécurisé. Et en fait, c'est à chaque fois que vous avez une blockchain, par exemple Bitcoin, joue vraiment sur la sécurité et la décentralisation, mais moins scalable. Ethereum essaye de jouer sur la sécurité et la scalabilité, mais moins décentralisé. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la problématique, qui est assez similaire sur ce qu'on appelle le théorème CAP, cohérence, disponibilité, partitionnement, qui est en fait, en gros, tous les systèmes d'information. En fait, on a un problème aussi qui lie la scalabilité avec la disponibilité et le fait que les deux données soient cohérentes. Et enfin, dans l'application de vote, ça se reflète aussi, c'est-à-dire, est-on capable aujourd'hui d'avoir à la fois une application qui est vérifiable, c'est-à-dire en fait on puisse vérifier l'ensemble du vote, qui soit cohérent, qui soit anonyme, respecter l'anonymat, et à la fois nominatif, dans le sens où, par exemple, si vous êtes citoyen américain, vous n'êtes pas capable de voter pour une entreprise française, ou enfin pour la France, dans la France. Donc en fait, on est obligé de vérifier que vous êtes bien une personne légitime à voter, mais en gardant votre anonymat. Alors, en général, on essaye d'avoir des technologies qui adressent ces différentes parties. La blockchain est très utilisée pour essayer d'avoir quelque chose de vérifiable et anonyme. À partir du moment où on arrive à avoir aussi éviter la fuite de métadonnées. Donc souvent, c'est ça qu'on utilise pour faire ça. C'est très difficile. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de système qui marche. La plupart des applications classiques sont vérifiables et nominatifs. Les standards, c'est VotingGuard de Microsoft qui a innové dans le domaine. Et puis Helios aussi, qui est une application open source que vous pouvez utiliser. Ça utilise ce qu'on appelle de la cryptographie homomorphique, qui est quelque chose d'un peu avancé et qui a très peu d'applications, mais que l'application de vote, en tout cas, pour être vérifiable et nominatif. Et enfin, il y a aussi maintenant pas mal de recherches sur comment garder l'anonymat et le nominatif, donc savoir qui vote sans savoir qui vote. C'est un petit peu la problématique. Souvent, on a ce qu'on appelle les zero knowledge proof, donc c'est pareil une autre technologie cryptographique qui consiste en gros à être capable de valider un programme informatique sans en connaître les éléments. Voilà, donc ça aussi c'est une technologie. Il y a beaucoup de recherches qui se fait aussi dans le monde de Ethereum. On appelle beaucoup récemment, d'ailleurs, Vitaly Buterin voudrait intégrer ZK, ce qu'on appelle Zero Knowledge Proof, sur la layer 1, ce qu'on appelle donc sur la machine virtuelle Ethereum. Ça pose d'autres problèmes. Et à ce jour aussi, c'est assez difficile de trouver des solutions qui puissent ZKP, qui puissent être applicables dans les applications de vote. Dernière chose, si vous voulez développer une application de vote, commencez déjà par mettre en place quelque chose qui existe. C'est toujours un petit peu une recommandation classique dans le monde de la cryptographie, qui est ne jamais développer son propre protocole, sauf si vous n'avez pas le choix. Voilà. En gros, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais j'ai 10 minutes pour les questions, les choses comme ça. Nous avons le temps d'aller faire les questions-réponses. D'abord, on va vous applaudir. La conférence était parfaitement menée. Gardez votre micro. Nous allons en prendre un deuxième en régie et ensuite, eh bien, procéder aux échanges de questions-réponses. Voilà, je vous rejoins sur scène.
afin de pouvoir regarder le public qui souhaite poser une question. Oui. Nous avons 10 minutes, nous avons largement le temps. Donc bonjour. Oui. Donc je m'interrogeais sur, dans le cas des applications de vote, comment était effectuée, en fait, par qui est effectuée la vérification, donc soit par les autres utilisateurs de l'application. Ça c'est une partie qui m'a semblé que j'ai pas trop compris. Si vous pourriez. Rapprochez bien votre micro, s'il vous plaît, qu'on vous entend. Oui. Alors dans les applications, dans la première application, c'était Orange qui vérifiait pour vous. Donc là, ils sont vraiment focalisés sur l'enregistrement du vote. Voilà. Dans cette application, dans cette deuxième application, c'était à la fois, on pouvait vérifier son vote, comme on voit ici, sur la blockchain. Donc vous pouviez vérifier votre vote et constater dans le smart contract, de fait, je n'ai peut-être pas été assez clair, le résultat du vote. Donc on pouvait constater le nombre du vote et aussi avec l'application derrière qui interrogeait le smart contract, qui était pour, qui était contre. D'accord. Voilà. Merci. Comme je n'avais pas bien saisi la différence entre les deux applications et comment elles étaient organisées, celle d'Orange, elle était plus centralisée, entre guillemets. C'était eux qui géraient. D'accord, merci. Sur celle d'Orange, j'ai pas eu accès à la blockchain Ethereum, pour être simple. Voilà. Une autre question? Eh bien, je crois que nous avons fait le tour du sujet. Merci pour votre conférence, François-Xavier. Voltis, on vous retrouve tout au long du salon. Je vous laisse prendre contact avec ceux qui seraient intéressés par prolonger à la fois la discussion sur ce sujet du piratage et cet exemple précis. Merci à vous, cher public, d'être là en nombre, d'assister à nos conférences du Hacking Lab. Nous allons poursuivre le programme de cette première journée avec un prochain intervenant qui est Monsieur Quentin de Prestier, qui est chez Advance, notre partenaire Advance, avec pour thématique « J'irai m'introduire chez vous », une introduction, donc une intrusion informatique qui va pouvoir se faire en direct. Nous allons attendre notre participant et d'ici là, je vous souhaite à chacun un bon salon et un bon forum. Merci.